FM 95.5 Nana FM. Merci de nous recevoir sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 902 ou en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité d'écoute et bienvenue au débat de Nana FM. Je suis Norbert Douadji et Georgette Clousset assure la mise en onde. Alors que le Togo traverse une période de forte tension sociopolitique marquée par des manifestations sporadiques, une défiance croissante envers les institutions, un climat social fragilisé par les injustices et la vie chère, certaines voix s'élèvent pour proposer une lecture lucide de la situation appelée à un sursaut collectif. Parmi elles, celle du docteur Ekouegada, président du mouvement citoyen uni pour l'intégration, retient l'attention par la clarté de son diagnostic. Dans ses récentes déclarations, il alerte sur la dégradation du tissu social tout en plaidant pour une refondation pacifique de l'État togolais. Docteur Ekouegada est notre invité de ce matin. Docteur, bonjour. Bonjour cher Norbert, bonjour aux auditeurs de Radio Nana FM. Ces auditeurs auront la possibilité d'intervenir dans ce débat à partir de 7h35 sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci de votre fidélité d'écoute. Alors, docteur, merci pour la disponibilité. Dans votre dernière sortie, vous exprimez une vive inquiétude face à la dégradation du climat sociopolitique au Togo. Comment analysez-vous les causes profondes de cette situation, docteur? Alors, on a coutume, lorsqu'on parle de la causalité, de parler des causes immédiates et aussi des causes qui peuvent s'inscrire dans la structure des rapports sociaux. Et au Togo, en général, pour ce qui s'est passé en juin, il y a une cause immédiate. Ce fut l'arrestation de l'artiste rappeur Amron. L'arrestation de Amron a retenu l'attention de la jeunesse et de l'opinion nationale par le caractère théâtral de la procédure à travers laquelle il a été arrêté. Et le caractère théâtral est illégal du point de vue procédural. Et cela va retenir l'attention de tous parce que on a eu l'impression que le Togo avait dépassé certaines pratiques qui sont d'ordre caporaliste dans la gestion des interactions sociales. On avait eu l'impression, vu les gros efforts qui ont été déployés par le gouvernement togolais depuis 2014. 2014, c'est la loi le grand rapport des forces armées togolaises et qui va déboucher sur la loi de programmation militaire. Et on a eu une réorganisation de la force publique. On avait eu l'impression qu'une codification et une discipline de l'usage de la force s'instaurait petit à petit dans l'espace public. Donc nous avons été choqués par le fait ou par la méthode utilisée pour arrêter ce jeune artiste. Et cela va être la goutte d'eau parce que le jeune artiste, il a des amis qui sont des blogueurs et qui vont alerter l'opinion nationale et internationale sur son arrestation. Voilà la cause immédiate. Maintenant, il y a des causes qui s'inscrivent dans la structure, dont celle la plus récente est l'adoption de la Ve République. La Ve République, quel que soit son caractère pondéré, sa bonté, sa justesse, son opportunité, a été adopté à travers une procédure cavalière qui n'est pas exempte de critique. Et cela a mécontenté beaucoup de Togolais au Togo et à l'étranger. Beaucoup d'acteurs se sont vus exclus. La population s'est sentie exclue. Je mets l'accent sur ce point parce que il y a un proverbe qui dit « On ne peut pas faire le bien des autres contre leur gré ». Des fois, vous pouvez faire le bien d'un peuple. Mais lorsque c'est fait manifestement contre son gré, le peuple regimbe contre ce que vous faites. Et le peuple togolais, du point de vue des textes
que nous avons, que ce soit dans la constitution de la 4e ou de la 5e République, doit être consulté normalement à chaque fois que le législateur suprême veut exercer le pouvoir constituant originaire. Cela n'a pas été fait. Et donc, il y avait cette tension, ce rejet de cette République. Et le travail de pédagogie qui devait être fait dans le pays pour, dans une certaine mesure, faire comprendre ou faire accepter ce passage n'a pas été conséquemment fait. Et là, ça a été fait de façon superficielle, du saupoudrage. Or, les tensions sociales fonctionnent avec une géométrie irrationnelle. Et donc, la population, grande partie des acteurs, était remontée contre le gouvernement. La première cause structurelle récente, les anciennes, c'est ce que la plupart des partis politiques répètent, le maintien au pouvoir du chef de l'État devenu président du Conseil et sa longévité au pouvoir. Et tout cela a toujours été un objet de discorde dans le pays. Personne ici qui entend être sérieux ne peut le nier. Donc le pays voyageait sur un substrat politique contentieux, ou si vous voulez, de discorde. Voilà donc, à cela va s'ajouter la cherté de la vie, les difficultés des foyers, des bonnes femmes, des jeunes au Togo, de se faire employer, d'avoir la capacité de s'instruire, de se soigner. Il y a tous ces problèmes d'ordre sociaux qui sont, ne nous voilons pas la face, un indice d'un certain nombre de politiques publiques sans réussite. Il y a eu des politiques publiques qui sont sans réussite. Et donc, la population togolaise en général, la majorité qui n'est pas nantie, qui ne fait ni partie de la classe moyenne, ni partie de la classe riche, s'est sentie humiliée à partir de tous ces facteurs-là. Cela va créer une grogne, n'est-ce pas, au niveau national. Et c'est cette grogne qui n'est pas encore désactivée et qui continue parce que j'ai appris qu'il y aura encore des manifestations qui sont annoncées. Alors, lorsque nous rentrons dans ce jeu de déploiement de la force dans l'espace public, il ne faut pas que les gens se leurrent sur le fait que l'État est un État policier fondamentalement. L'État est une dictature acceptée, que ce soit dans la théorie marxiste ou dans toutes les théories postérieures à Marx. L'État, vous retournez même dans la théorie de l'État, depuis les Obésiens jusqu'aux Rousseauiens, l'État, ce n'est pas une institution qui caresse. L'État a tout son sens dans le monopole de la violence physique légitime que l'État réclame, revendique et exerce. Donc, un État qui se veut sérieux ne peut pas voir un déferlement de forces de violence ou des manifestations non autorisées ou non accompagnées. Nous ne sommes pas sous le régime d'autorisation. Mais il faut toujours que le gouvernement prenne des mesures d'accompagnement. Lorsque les forces ne sont pas prêtes pour accompagner, le gouvernement est réticent et l'État ne peut pas voir les gens sortir, faire ce qu'ils veulent sans réagir. Alors, donc, vous avez deux logiques contradictoires. La logique régalienne de l'État, qui est normalement répressif, mais aussi normalement, qui doit aussi accompagner les populations, mais l'État aussi répressif. Et la logique des populations, la société civile, des indignés, des périphérisés, qui veulent montrer leur grogne et leur mécontentement. Ces deux logiques vont s'affronter, d'abord verbalement, sur les réseaux, et finalement physiquement, dans les rues. Maintenant, on ne sait pas jusqu'où cet affrontement ira. N'oublions pas, nous sommes dans une sous-région qui est à haut risque. Et le Togo n'est pas à l'abri de descente de terroristes depuis le nord vers la capitale. Alors, docteur, et à chaque fois, vous m'excusez, à chaque fois que nous théâtralisons de la violence dans l'espace public, des forces obscures peuvent en profiter pour créer d'autres désagréments à la population. Alors, docteur, vous affirmez également que les récentes manifestations n'ont pas été initiées par les partis politiques d'opposition traditionnels. Que relève selon vous cette nouvelle dynamique de protestation dans notre pays? Non, les partis politiques doivent comprendre que leur ère est terminée. L'ère des partis politiques est finie parce que, vous savez, vous observez, il y a toujours un temps. Il y a un grand sage égyptien
qui a laissé un patrimoine de sagesse incommensurable que malheureusement certains biblistes ont mis sur le coup d'un certain Salomon, historiquement invisible, qui dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Il y a eu un temps pour les partis politiques. Durant ce temps, les peuples togolais leur ont fait confiance. Les partis politiques ont déçu. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. La plus grande déception des partis politiques a été celle de l'ANC. Je le dis ici, en tout respect, avec tout le respect que j'ai au président de ce parti, aux militants de ce parti, dont plusieurs sont même membres de ma famille, je le dis avec tout le respect que j'ai pour eux, la grande déception, la plus récente du peuple togolais, qui s'est inscrit dans l'opposition, c'est celle de l'ANC, qui n'est plus crédible. Donc, l'UFC avait connu sa débâcle. Et aujourd'hui, c'est l'ANC. Et après l'ANC, il n'y a plus de bastion de l'opposition forte, de fort, qui puisse revendiquer une certaine historicité. Et donc, c'est terminé pour les partis politiques. Le peuple ne fait plus confiance aux politiciens. Et on a compris que les politiciens défendent des intérêts partisans, des intérêts politico-partisans. On ne leur fait plus confiance. C'est ce qui explique que plusieurs fois, des partis politiques ont demandé aux populations de sortir. Personne ne sort. Aucun Togolais n'est aujourd'hui, un Togolais sérieux n'est plus disposé à se faire maltraiter dans les rues ou à subir la chaleur du soleil, la soif dans les rues, la marche pour un parti politique ou pour un président de parti politique. Aujourd'hui, c'est le peuple qui s'exprime à travers des mouvements comme le nôtre, le mouvement citoyen uni pour l'intégration, à travers des associations, à travers des personnes ressources comme peuvent être des blogueurs, comme peuvent être des artistes, comme peuvent l'être des leaders d'opinion, un peu comme vous aussi, comme beaucoup de personnes qui sont du peuple et qui s'expriment. C'est ce monde qui est considéré comme désintéressé que le peuple veut aujourd'hui ou peut aujourd'hui écouter ou suivre. Donc, je suis désolé pour les partis politiques, leur époque est terminée. Il n'y a pas eu que les partis politiques au Togo. Il y a eu l'époque des avocats. Les avocats, c'est les années 90. Ils étaient la crème de la société togolaise. Lorsqu'ils parlaient, le peuple les suivait. Les avocats ont déçu. Et à chaque fois qu'il y a une déception d'un corporatisme dans la construction politique, il y a toujours un symbole. Celui de l'avocat symbolique, c'est Maître Kofigo. Après, on n'a plus confiance aux avocats. Et après les avocats, il y a eu les pasteurs. Du point de vue de la mobilisation sociale, de la socialisation, il y a eu les églises. Les pasteurs ont déçu. Ils sont presque tous devenus des faux. Hein? Personne n'a plus confiance aujourd'hui. Les personnes sérieuses n'ont plus confiance. Qui parle au peuple? Après, il y a eu l'époque des juristes. Les juristes, les enseignants, chercheurs juristes, qui ont également, beaucoup ont déçu la population. Maintenant, je ne sais plus, les partis politiques sont le quatrième à la barre, n'est-ce pas? Et les partis politiques tombent aujourd'hui. Maintenant, on parle de la sensibilité populaire. Que les peuples togolais, les peuples, les femmes et les hommes togolais, quel que soit le niveau où ils sont perchés dans la hiérarchie sociale, s'expriment. Alors, docteur, vous évoquez un État qui reste à construire. Que signifie pour vous l'idée de faire l'État et faire les citoyens dans le contexte togolais? Voilà. Ceci rentre dans la ligne idéologique de notre mouvement. Ça, c'est une question qui est typiquement couille. C'est-à-dire, nous faisons un diagnostic. Vous savez qui je suis. J'ai beaucoup travaillé au niveau politique à un niveau élevé avant de me retirer. Et j'ai compris que le politique ne va pas résoudre le problème des Togolais. Nous avons un pays, le Togo, qui n'a pas de citoyens. Parce qu'il n'y a aucun code civique auquel tous les Togolais sont soumis. D'abord, l'identité du Togolais pose problème aujourd'hui. Mais l'État togolais, en tant que structure stable de droit, personne morale de droit public, ne s'est pas déployé partout. L'État ne fonctionne pas exactement suivant les lois. On voit des symboles de l'État qui violent les lois. La gendarmerie, la police, l'armée, les institutions, dans les procédures. On viole la loi tout le temps. Mais un État fonctionne sur une loi qui est stable.
Lorsque on ne respecte pas la loi, les institutions ne respectent pas les lois, il n'y a pas d'État. Il y a d'autres logiques, d'autres normes par lesquelles on gouverne. Alors, il faut construire l'État d'abord. Et construire l'État veut dire stabiliser les structures étatiques à travers le respect scrupuleux des textes et des lois. Lorsque vous avez une convocation à un citoyen, première convocation, il ne se présente pas. Deuxième, il ne se présente pas. Troisième, vous pouvez requérir, n'est-ce pas, le mandat de dépôt. On peut aller avec trois agents pour l'arrêter. Mais on ne peut pas faire une convocation à un citoyen au premier coup et on va l'arrêter, l'attraper. Et même lorsque ça peut se passer, parce qu'il y a des infractions d'ordre pénal qui nécessitent plus d'instruction, on émet un mandat de dépôt pour aller attraper ou arrêter le citoyen. Et il y a aussi une certaine proportion dans le dispositif qui est envoyé. 50 militaires, 50 agents pour aller prendre quelqu'un. À quelle heure? Quel est le texte de loi au Togo qui autorise des symboles de l'État à se rendre au-delà de 18 heures dans un domicile qui est constitutionnellement protégé au Togo? Il est inviolable. Pour prendre quelqu'un de force. Mais non, nous sommes en train de descendre très bas. L'État doit donner l'exemple. L'État doit fonctionner suivant les lois. Et c'est la population, on considère que la population doit être éduquée, qui peut commettre des erreurs. Et les forces de l'ordre, justement, sont là pour ramener l'ordre lorsque l'ordre est en déséquilibre. Mais les forces de l'ordre ne peuvent pas eux-mêmes ou elles-mêmes être en déséquilibre par rapport à l'ordre, c'est-à-dire à la loi. Donc lorsque vous avez un système comme ça, on s'interroge. Je peux vous donner le cas de plusieurs États qui se sont construits en Europe, en Afrique du Nord. Les gens se sont dit, par exemple, les Espagnols, après Francky, se sont dit, mais écoutez, nous faisons l'État. On fait un système régional ou fédéral. La Suisse, ils ont fait de même. En Italie, lorsqu'ils ont fait la réunification, l'unité italienne, il y a eu Garibaldi qui a dit, bon, maintenant, on va construire l'État. C'est quoi construire l'État? C'est déployer les services. Partout, il y a des citoyens. On déploie d'abord les services, la santé, le transport public, ainsi de suite. Une fois que cela est fait, l'individu qui vit dans le pays lui-même se sent concerné par l'action de l'État. Et on peut demander aux citoyens, ne faites pas ceci, faites ceci, respectez les feux tricolores, n'allez pas à l'école en retard, n'allez pas au service en retard, ainsi de suite. Mais lorsque l'État ne se déploie pas, l'État n'est pas stable. Il n'y a pas de respect des institutions. Et les gens se lèvent, les citoyens se lèvent, ils insultent même le chef de l'État. Excusez-moi, cher Norbert. Dans un pays sérieux, on ne peut pas insulter le chef de l'État. On ne peut pas insulter le président du conseil. Les personnes qui l'insultent, ils ne savent même pas qui il est. Ils ne l'ont jamais vu. Ils ne connaissent pas sa moralité. Ils ne connaissent pas son rythme de vie. Ils ne savent pas qui il est. Mais on se permet de l'insulter. Mais comment une population éduquée, civique, une population civique, peut descendre jusqu'à aussi bas? Mais c'est devenu de la banalité sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a des lois qui interdisent les insultes aux autorités. Voyez un peu. Les autorités qui représentent les institutions violent les règles. Les populations qui doivent suivre les règles aussi les violent. Maintenant, l'arbitrage se fait par la violence. Mais c'est ça que nous voulons construire. C'est des pays comme ça que nous voulons construire. Si c'est ce qu'on voulait faire, on aurait dû laisser les pays aux blancs dans les années 40-50. Après 60 ans, c'est ce qu'on a construit. Ces pays, notre pays, doit revenir sur les classiques de la construction étatique. C'est ce que nous, le mouvement Kouï, nous disons. Et il faut dire la vérité dans un espace public. Il faut revoir l'État. C'est comme ça qu'on a déployé les services publics dans plusieurs pays. Au Togo, ce que j'ai remarqué, lorsqu'il y a une agglomération successive de population dans des périphéries, ce qu'on déploie d'abord, c'est une gendarmerie. Le commissariat, la gendarmerie. C'est pour la sécurité. Mais dans plusieurs pays, lorsque vous prenez les périphéries qui sont devenues aujourd'hui des agglomérations comme Télésou, ainsi de suite,
lorsqu'il y a déjà un seuil de maisons, le nombre de maisons, 150, on déploie d'abord les routes, on déploie l'eau, on déploie l'électricité, on déploie les services publics, on déploie la poste. Et ce n'est qu'après qu'on va déployer ce qui est la sécurité. Mais la logique ici, elle est contraire. Parce que nous avons une acception de la construction qui est sécuro-centrée. Ce n'est pas mauvais, mais il faut déployer les services publics dans un État. Et c'est ce qui fait que les citoyens respectent les institutions. Donc nous avons un problème de construction étatique. Sylvanus a voulu construire les premières bases à travers l'autonomie monétaire, les grandes politiques publiques, la construction d'une structure agricole, les jeunesses pionnières. Il a été arrêté. Parce que le pays était désuni. Il n'y avait pas d'unité politique. Lorsque Gourniski vient, son problème c'était la réconciliation. Il veut faire la réconciliation. Il a fait la réconciliation, ça n'a pas marché. Il s'est vu marcher des Super Meachi, ils se sont mangés. Et le général Eyadema, à l'époque pas général, est venu siffler la récréation. Lui, quand il vient, il avait aussi le problème de la désunion politique. Tout cela rentre dans la construction de l'État. On ne peut pas construire un État qui est désuni politiquement. Nous avons déjà... Excusez-moi, je termine. Oui. Excusez-moi, je termine. Il demande l'unité politique, l'unité nationale. Il fait le rassemblement. Cela va donner une stabilité politique à l'État. On devait faire suivre le déploiement des services publics dans tout le pays. Et justement, c'est parce qu'on n'a pas eu ce réflexe que les ajustements structurels vont paupériser l'économie et vont entraîner les troubles des années 90. Maintenant, on revient encore au multipartisme. Les anciennes haines vont se reconstituer. Le pays rentre encore dans de la pagaille. Parce que moi, je considère, et nous considérons que le multipartisme des années 90, de la 4e République, c'était de la pure récréation. Qu'est-ce que le politique nous a apporté? Qu'est-ce que tous ces partis politiques nous ont apporté? On s'est battu dans l'espace public pendant des années. Et il y a des gens qui ne pouvaient pas gouverner. Économie de guerre. Les partenaires sont partis. On l'a fait pendant 15 ans. L'Union européenne revient en 2004. On reprend la coopération. Maintenant, c'est encore les problèmes de services publics, de justice sociale. Donc, je dis ici que ce problème que nous avons, nous devons construire l'État et nous devons faire les citoyens. Ce n'est pas, c'est pas un programme de parti politique. C'est pour le pays que nous le disons. Les auditeurs nous attendent déjà. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM. Allô? Oui. Bonjour. Oui, Pelé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ok, merci pour votre développement. Comme je l'ai dit toujours, nous avons besoin des intellectuels. Moi, je fais tout le temps les appels. Ce sont nos élites, ce sont nos intellectuels, nos historiens. Ce sont ceux qui ont manqué et la scène politique depuis lors. Vous parlez de tout à l'heure qu'il n'y a plus de partis politiques. Dans une république où nous n'avons plus de partis politiques de l'opposition, c'est chaos. Maintenant, ça a dû à quoi? Donc, tout ce que vous dites. Mais retirez un peu à l'histoire pour comprendre que quand le président sort en 2005, quand on a dit que le chef de l'État n'est plus, qui devait être président de la République, donc c'est M. Pambaye Nakara. Est-ce qu'on l'a vu là-bas? Donc, le ministre Paul Yacine a quitté sa maison pour devenir président de la République. Donc, automatiquement, nous ne sommes plus dans une République d'emblée. Maintenant, tout ce que vous dites, c'est par rapport en 2005, M. Personne Amédée Mkodjo a dit que si c'est le prix à payer, vous voulez travailler avec le président pour qu'il y ait la paix. Ça n'a pas été le cas. En 2016, Maître Bouibo était là pour faire la paix. Accord politique global. Est-ce que ça a été respecté? En 2007, l'Union européenne a fait la reprise de la coopération pour qu'il y ait la paix. Il n'y a pas. On n'a pas trouvé. En 2008, l'Allemagne a fait la reprise. En 2010, J.K. est venu pour faire la paix avec Paul Yacine pour dire que un accord FPT-UFC. Je pense qu'à l'époque, c'était le ministre Programme Mangarawe qui avait dit que cet accord-là a été caduque, qu'il faut dégager avec cet accord-là. Mais tout ça là, si on casse tous les partis politiques et qu'on arrive aujourd'hui avec les blogueurs qui sont en face de nous, qui ont aujourd'hui la légitimité, qui ont fait 3 jours 26
vous allez voir le grand marché, on n'a jamais vu un silence total. Merci beaucoup à Pelé. 91 09 71 71 Nana FM. Allô? Oui, Norbert, bonjour. C'est depuis Adito Gom. Question, monsieur Pelé. En fait, oui. Mas, allez-y, vous écoute. Bonjour. Bonjour. Bon, je vais y aller. J'ai deux observations. Oui. Je voudrais demander à votre invité ce que je dis souvent et que je vais continuer par dire, même si on ne m'écoute pas. Moi, je parle de la mise en veille des partis politiques et pour une transition d'au moins 10 ans pour assainir le Togo. La fonction publique, l'armée, tout. Deuxièmement, ma deuxième préoccupation. Pour moi, le Togo, c'est une pépinière où le système français expérimente les choses. Premièrement, le Togo est le pays qui a refusé au sein de la CEDEAO l'application du projet additionnel de limitation de mandat à 2. Le Togo est le pays où le premier responsable a déclaré que les chefs d'État ne peuvent faire qu'au plus 3 mandats. Et en même temps, lui, il a fait 4. Ce qui a fait que, quand je parle de pépinière, la Côte d'Ivoire a suivi, le Gabon a suivi, la Guinée-Conakry a suivi. Le Togo est le pays qui montre le chemin de la monarchisation. Parce que c'est par le système de... comment est-ce qu'on l'appelle? Le truc parlementaire, le mot m'échappe, que la France veut aider les pays africains à devenir des pays monarchiques, alors que contrairement, en 1789, les Français ont coupé les têtes de leur roi. L'auditeur est toujours là? Invité, je lui pose la question. Comment pourrons-nous arrêter cette dérive qui nous ramène vers la recolonisation? Car il est facile pour la France de protéger un roi que de convaincre les autres chefs d'État et quand il y a alternance. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Nana FM, bonjour. Oseni, le messager de l'amour, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Dieu merci, ça va. Bonjour à l'invité. Bonjour. Moi, ce que je vais dire est rappeler à la population que c'est l'armée qui a mis fort, le président fort. Là-bas, sans l'armée, on ne peut rien faire. Parce que c'est l'armée qui décide. Moi, j'avais eu à discuter avec un membre des Nations Unies, c'est un docteur. Bon, je ne vais pas appeler son nom ici. Secondo, les Togolais veulent se soigner lorsqu'ils seront malades et cela nécessite l'aide de l'État dans les domaines médicaux. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô, Nabé, bonjour. Bonjour. Joshua. Oui, je salue l'invité. Merci, bonjour. D'abord, c'est pour dire que moi-même, ça m'énerve que beaucoup de choses que nous enseignons aux enfants à l'école concernant l'éducation civique, cela ne se pratique même pas dans le pays. Et c'est pour ça même que moi j'appelle souvent, et sinon moi je n'ai rien comme quelqu'un. Maintenant, j'aimerais demander à l'invité, il a beaucoup parlé, mais je pense qu'il a oublié de citer aussi vous les journalistes, hein, parce que moi aussi, on nous a enseigné le rôle des journalistes dans la démocratie. Donc, eux aussi, ils ont failli, bon, malgré vos efforts, hein, mais il manque un peu. Maintenant, j'aimerais demander, monsieur l'invité, selon moi, je pense que la seule solution qui nous reste maintenant, c'est de demander plutôt à nos autorités. Pourquoi ne pas faire comme Kérékou a fait, comme Rolis a fait? Il a fait une constitution solide. Et puis l'alternance, qui est l'un des principes démocratiques là, ça se déroule très bien. Sinon, dire que le Togo sera devenu Libye à l'heure départ là, est-ce que c'est bon? Merci beaucoup. Merci à Joshua. Je pense que nous allons prendre encore un auditeur. Nana FM, allô? Allô?
Oui, Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Comment allez-vous? Bonjour, mon docteur. Bonjour. Vraiment, je vous remercie pour tous vos développements. Ce qui a retenu mon attention, c'est le non-respect des autorités. Pas la politique, la morale, quelqu'un venait d'en parler. Voyez, ce pays-là, on ne comprend pas. Vous avez parlé des partis politiques. On a arrêté des gens, plus que les Aaron, mais rien ne fait pas. Vous venez de dire. Moi, c'est tout comme ça. Vous avez parlé des présidents qui se sont succédés. C'est ce que je voudrais dire. Entre Méati et Gruski, qui porte en faux. Méati n'a jamais développé ce que les gens respectent. Gruski même a dit, entre deux personnes, il doit avoir des mésententes. Que lui et son vice-président s'entendent. Mais les gens ont porté ça très haut. Je ne fais pas la politique comme mon docteur. Que Dieu vous bénisse. Ce que je voudrais, les gens ont poussé, monté pour que un ministre, je ne vais pas donner son nom, sorte de choses pour que Méati se vise. Voyez, c'est ça qui est ça. Appelez-nous, nous allons vous donner ce qu'il faut pour que ce pays marche. Ce que vous avez parlé du respect, vous avez dit la violence. Voyez, aujourd'hui, c'est la violence qui vient en justice. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Alors, je pense que nous n'allons plus prendre d'auditeurs. Docteur Pelé, qui pense que, je vais partir de masse, qui pense qu'il faut mettre en veille les partis politiques pour une période de 10 ans afin d'assainir le pays, alors que Pelé qui pense que quand il n'y a plus de partis d'opposition dans un pays, que le pays part en chaos. Oui, les deux ont raison. Sauf que leur intervention concerne deux temps différents. Il y a le temps de la construction de l'État. Il faut l'unité. Et c'est là où Max, sa proposition retient mon attention parce que ça correspond un peu à ce que nous proposons. Il faut mettre en veille les divergences politiques et les divergences partisanes. Et il faut construire le pays à travers un pacte. Un pacte, pas un contrat social. À la Rousseau, non, un pacte. Nous sommes des négro-africains et nous savons que lorsqu'on crée une institution qui est collective, c'est les grandes forces motrices qui s'asseyent, qui font un pacte. Et c'est ce pacte qui est le protocole de Karan-Fouga, par lequel, par exemple, Soundiata a fondé l'Empire du Mali, où les grandes familles se sont réunies, on va respecter ce pacte. C'est comme ça qu'on fonde un État. Pour le faire, on n'a pas besoin de parti politique. Le souci au Togo, c'est qu'une seule partie, s'accaparant du pouvoir politique, gère le pays comme il veut. Les autres qui veulent rentrer n'arrivent pas à rentrer. Et ils attendent leur tour pour faire la même chose que celui qui était au pouvoir a fait. C'est au nom de ce principe, de cette récurrence, que nous, au COUI, nous disons, tous ceux qui parlent de transition et qui demandent au chef au PC, au président du Conseil, de partir, ils ont tort. Il faut comprendre une fois pour toutes que le président du Conseil, M. Faure Essozi Nanasimbe, est une clé de la solution du problème togolais. On ne peut pas pacifier le pays sans lui. On ne peut pas reconstruire le pays sans les garanties que lui seul, au titre de l'héritage dont il est le symbole, il peut fournir à une reconstruction du pays. Donc, oui, pour peut-être une transition, oui, peut-être pour un dialogue, oui, pour la veille des partis politiques qui sont des embrouilleurs. Aujourd'hui, ils vont me taguer que Dr Eko est contre les partis politiques, est contre l'opposition. Je l'assume. Les partis politiques embrouillent, l'opposition classique embrouille l'échiquier et la construction politique au Togo. Il faut comprendre une fois pour toutes, on ne peut pas faire un État sans construire l'État d'abord à travers un pacte à la base. On ne peut pas le faire dans la divergence. Mais ils pensent que ça va finir quand? Ils pensent que ce mouvement va finir quand? J'ai entendu un auditeur qui dit que c'est l'armée, une fois que l'armée aura lâché le PC, il y aura... Est-ce que c'est ce qu'il faut?
Est-ce que c'est ce qu'il faut? Supposons, comme il dit, que l'armée fasse un complot contre le PC et qu'un autre vienne au pouvoir. Mais le PC qui a subi le complot, qui n'est pas une personne, mais une entité nombreuse, qui a des amis partout, des fonds partout, ne vont-ils pas se préparer dans 1 an, 2 ans, 3 ans pour déstabiliser le pays? Et donc ça va finir quand? Ces choses, ces mouvements vont finir quand? Le Togo est très petit, chers Togolais, chers partis politiques, chères autorités. Ce pays est très petit. On doit faire l'unité nationale. On doit s'entendre sur un certain nombre de choses à la base, à travers la compréhension mutuelle. Ceux qui sont en exil, qui ont subi les dévastations par l'armée des années 90, le régiment BRA sur lequel j'ai fait des études avancées. C'est le BRA qui faisait le désordre au Togo dans les années 90. Ce régiment n'existe plus. Mais les séquelles des souffrances, les diasporiens les portent dans leur âme. Il faut les comprendre. Il faut comprendre que des gens ont souffert de l'action de la force publique. Et au même moment, ceux qui ont souffert, je les en prie, au nom de Dieu, des ancêtres et du Christ, pardonnez. Pardonner, à un moment, il faut pardonner. Alors, quand Joshua pense qu'il faut aller à l'école de Kérékou, Rawlins, pour que le pays soit stable. Vous voulez m'arrêter? Je connais votre technique. Hein? D'accord. Il faut aller à l'école de Kérékou, je ne sais pas. Et Kérékou, il a laissé le pouvoir lors de la transition pour revenir après. Est-ce que ça correspond au problème du Togo? Le Togo était divisé depuis 1946, bipolaire. Il faut résoudre ce problème à travers un pacte nouveau. Et je répète que le président du Conseil est une clé importante dans la refondation, dans la recréation de l'État. Il doit aider et accompagner. Il doit accepter. S'il accepte, il accompagne. Et comme ça, on pourra avoir un pays stable. Plus tard, les divergences d'idées, d'idéologies vont générer de nouvelles structures politiques. Vous les appelez des partis, vous les appelez des mouvements, je ne sais pas trop, qui vont s'exprimer dans l'espace public, qui vont émonder et enrichir l'action de l'État, déjà unifiée. Mais ça viendra après. C'est là où je donne raison aux deux, à Max et à l'autre, à M. Pélé. Oui. Alors, Max, pour sa deuxième préoccupation, qui pense qu'aujourd'hui le Togo est devenu ce qu'il appelle une pépinière, parce qu'il a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Gabon et d'autres pays encore. Et il vous demande comment vous pensez qu'il faut arrêter cette dérive. Oui, il a introduit un autre facteur, l'élément exogène, la France. Il a introduit dans l'analyse. Il a raison. Parce que la France n'est pas externe à ce qui se passe au Togo. Mais à un moment donné, moi, je m'amuse à appeler la France le troisième homme. Dans la situation politique du Togo, il y a 2 hommes dans le pays qui se battent. C'est 2 géants qui se battent. Et il y a un troisième qui est au milieu. Et qui aussi a des intérêts. Il joue suivant ses intérêts. Il veut. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Il dit que à la fin, nous disons la même chose. Et s'il faut mettre fin aux agitations ou à la manipulation du troisième homme, il faut que les 2 hommes qui se battent s'entendent à un moment donné, se comprennent et définissent le statut de ce troisième homme. Je parle en parabole parce que si je voudrais rentrer dans des détails, je citerai des choses, des personnes et on n'a plus le temps pour le faire. Il nous reste en plus, 3 minutes. la France comme partenaire fait partie de l'histoire du Togo. La France n'est pas à dépeindre comme le diable, n'est-ce pas, comme le démon dans la débâcle, le déboire du peuple togolais. Et la France est un acteur qui a joué un rôle positif dans des conjonctures, un rôle négatif, très très négatif dans d'autres conjonctures. À un moment donné, on ne peut pas traiter la question du troisième homme tant qu'on n'aura pas fait, n'est-ce pas, l'entente. On ne sera pas compris au niveau national. Alors, docteur, en 2 minutes, vous soulignez également dans votre sortie l'urgence de lutter contre la vie chère et les injustices sociales. Quelles premières mesures attendez-vous des autorités pour améliorer concrètement les conditions de vie des Togolais? En 2 minutes, s'il vous plaît. Bien. Permettez-moi de dire que les autorités sont au courant de la situation de la population.
elles ont peu de moyens financiers, économiques, pour donner à la population ce que la population veut. Et la population, des fois, a des revendications qui sont illusoires, que personne, en tout cas aujourd'hui dans cette génération, ne peut leur garantir. Ce que je préconise, c'est qu'il y ait une plateforme de dialogue. Il faut que les populations s'expriment à travers des commissions citoyennes, que le gouvernement les écoute, que le gouvernement écoute les populations. Et lorsque nous avons 1 litre d'huile dans la cuisine, il faut dire aux populations que nous avons 1 litre d'huile. Comment allons-nous faire? Si nous en avons 100 litres, il faut leur dire. Si le pays est endetté, super endetté, ce n'est pas une affaire spécifique, spécieuse, privée des autorités. C'est une affaire de tout le monde. Il faut dire aux populations la vérité. Je suis certain que si on conduit le pays avec la vérité, les cœurs vont se réconcilier. Et les populations sauront, mais si nous demandons de l'eau, je ne sais pas, à cri-cri, le président ne peut pas nous le faire maintenant. Ce que nous demandons, ce n'est pas possible aujourd'hui. Et on saura se donner les coudes dans le pays. Le pays est trop petit, je répète. Il faut que les autorités écoutent les populations, que les populations soient tempérées, qu'ils aient la modération. C'est la vertu de la population chez Platon, la République. La population, sa vertu, c'est la tempérance. Parce que la population est portée à être irrationnelle, à être irascible et à être violente. Donc, il faut une population un peu tempérée. Mais il faut que les autorités disent la vérité au peuple qu'ils conduisent. Si on n'aura pas atteint cet équilibre, il n'y aura pas de paix. Et ceux qui sont dans l'opposition vont toujours attendre leur tour pour faire la même chose que ceux qui ont été au pouvoir leur ont fait. Et ça ne va pas finir. Et je ne voudrais pas être ici pour toujours vivre ça et écrire dessus. À un moment donné, il faut siffler la fin de ce cycle, de cette récréation. Disons merci au docteur Ekwegada, premier responsable du mouvement citoyen uni pour l'intégration. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat, mise en onde par Georgette Clousset. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.